D'habitude, beaucoup de gens disent que tu es la reine du électropop. La difficulté, c'est qu'à chaque nouvel album, j'essaie toujours qu'il soit meilleur que le précédent. Je me lève à 7 h le matin et je peux travailler en studio jusqu'à minuit. Et ça fait plusieurs jours d'affilée. Ma mère a été abandonnée à la naissance. Elle a passé un test d'ADN puis elle a été combinée à une famille de Chicago. On a pris l'avion et on s'est rendu compte que cette famille-là, c'est toutes des musiciens. Mon cousin, c'était le claviériste et le réalisateur de Prince. Un autre cousin qui est bassiste pour Lenny Kravitz. Ma grande-tante, c'était Dinah Washington, la chanteuse blues, une icône américaine. C'était comme un film, là. Je disais, ça se peut pas. La base de mon spectacle, c'est un DJ set. À travers mon set, je sors de mon beau, je les chante live, j'interagis avec la foule. Et là, j'ai mes danseurs qui me rejoignent, qui a tout un show puis une grosse mise en scène. On est en train de monter un truc avec un show de laser complètement débile. Le visuel est très important. La tourne est même pas finie, puis j'ai tout le concept du vidéoclip dans ma tête. Et à l'international, ça peut aller vite. J'arrive dans un événement, j'étais avec une gang de Français. Je suis une DJ, je viens de Montréal, je suis québécoise. En partant, ils font « Ah ouais, meuf, ben allez, du coup, on barque. » Au Québec, il faut travailler extrêmement fort pour se faire reconnaître chez nous. On n'est jamais vraiment roi dans son pays. Debbie Tebbs, yes. Merci d'avoir accepté mon invitation pour le podcast Histoire de DJ. Ben, ça me fait vraiment plaisir. Pour ceux qui ne te connaissent pas, beaucoup de gens disent que tu es la reine du électropop. Comment tu vois ça? Écoute, c'est tellement un terme qui est large, électropop. Il y a tellement de styles différents d'électropop. Moi, ben, ça me fait plaisir, ça me flatte beaucoup. Je pense que oui, je peux être peut-être une référence dans mon style à moi. Parce que je fais un électropop qui est quand même assez, je vais dire, niché, assez unique en mon genre, je crois. Oui. On dit souvent que pour le milieu de la pop, je suis très électro, puis pour le milieu de l'électro, je suis très pop. Je tombe un peu entre les deux, en fait. Je pense que c'est un bon mélange. Oui, ben je pense aussi. C'est un bon mélange de l'avant-gardiste, je trouve. L'avant-gardiste, ta signature pop, mais même chose, québécoise. Ouais. C'est un peu, même la touche un peu French touch. Très French touch. Très French touch. C'est mon univers, là, la French touch depuis toujours. J'ai toujours été extrêmement attirée vers les sonorités européennes, en fait. Tu sais, dans tout ce que je fais, autant dans ma musique, parce que, tu sais, je chante en français aussi. Et anecdote que je te raconte, tu sais, mes 2 premiers albums originaux étaient en anglais. OK, mes albums Modern Talking et Up étaient en anglais. Puis à un moment donné, j'étais en studio avec les gars de Valère, le groupe Valère, qui font aussi dans l'électro et tout ça. Mm-hmm. Puis à un moment donné, ils m'ont dit « Pourquoi tu chantes pas en français? » Ça t'aiderait, ça serait plus facile. Puis pour moi, c'était hors de question. Je fais, non, la musique électronique, ça c'est en anglais. Puis, tu sais, pour la majorité des DJ ou dans l'univers du DJing, c'est rare qu'on entende l'électro en français. Oui. Très rare. Fait que pour moi, c'était pas instinctif, c'était pas inné. C'était pas logique dans ma tête de dire, je peux faire de l'électro en français. Oui. Parce que j'en avais presque jamais entendu. Mais je me suis comme donné le défi de me dire, je vais au moins essayer de m'ouvrir à ça, voir ce que ça donne. Et c'est là que j'ai commencé à écouter énormément de musique européenne. J'ai découvert des artistes qui ont été vraiment comme une révélation, en fait, pour moi. Puis j'ai fait, OK, je viens de catcher. Si je chante en français sur ma musique électronique, c'est à ça que ça pourrait ressembler. Puis c'est bon en tabarouette. Fait que j'ai vraiment trippé, j'ai vraiment eu un coup de cœur. Puis je me suis dit, c'est comme devenu un peu ma ligne directrice, en fait. Et donc, c'est ta niche. C'est ma niche. Quand on dit ces deux mots-là, puis pour vrai, c'est ton nom qui me vient à l'esprit, là. C'est électro en français, ouais. Exact. Puis quand on parle de French Touch, est-ce que les Daft Punk, les Bob Sinclair, tout ça, est-ce que c'était du monde des DJ que t'écoutais? Est-ce que tu t'es... tu sais, honnêtement, mes influences musicales en électro sont toujours venues d'Europe. La grande majorité. Évidemment, Daft Punk, comme pour énormément d'artistes électro, qui est une grande référence. Mais tu sais, ça va Fisher Spooner, Vitalik, tu sais, Röyksopp. Il y en a tellement, tu sais, c'est des belles influences pour elle, ben oui. Tu sais, il y a tellement de trucs, là, il y en a... C'est drôle parce que ils se sont jamais lancés dans la direction en français. Ouais. Puis toi, par exemple, t'as décidé de prendre cette direction-là. Ben, j'ai été très influencée. Moi, tu sais, la pop française un peu à la Yelle et compagnie, l'Impératrice et tout ça. Moi, ça me parle beaucoup. J'aime vraiment, vraiment ça. Puis j'ai remarqué qu'il y a des artistes au Québec comme, je vais dire Cœur de Pirate, Peter, Ariane Moffat. C'est tous des artistes ici qui sont plus dans la pop. Oui.
Mais il y a vraiment une signature électronique quand même dans ce qu'ils font. Et ils chantent en français. Non, jamais autant que moi. Non, je suis bien d'accord. C'est un autre monde parce que moi, je viens du nightlife. Je suis une DJ à l'origine. J'ai jamais... Puis encore aujourd'hui, c'est un débat que j'ai souvent avec des gens. Je ne me vois pas du tout comme une chanteuse pop. Je suis une DJ, je suis une artiste électro avec une signature pop. Ou je suis une artiste électro qui met de la voix en français sur ses tracks. Mais je ne suis pas une chanteuse pop. Non. J'ai toujours détesté ce terme-là. Je trouve que ça me colle pas. Fait que c'est ça. Fait que c'est autant même dans mes spectacles, c'est un show électro sur laquelle je chante mes tracks live. Parce que de toute façon, ta musique est beaucoup plus attirée, je trouve, c'est clubbing pareil. Fait que tu sais, moi je vois plus le pop radio, mais plus style un peu rock ou plus smooth. Là. T'es vraiment dans une autre catégorie. Ouais. Puis pour vrai, tu te différencies des autres. Puis je pense que c'est pour ça ton succès aussi en même temps. Puis ça fait longtemps que tu fais ça. Je pense que ça va faire quoi, 26 ans environ? 27 ans. 27 ans. Ouais. Ça va vite, hein? Très vite, trop c'est vite. Quoi qui fait que ta motivation est encore là? Écoute, je me pose la question à chaque matin quand je me lève. Comment ça se fait que cette passion-là est encore aussi forte puis puissante? J'arrive pas à l'expliquer. Je pense que c'est inné, c'est dans mon sang, c'est dans c'est vraiment une histoire familiale aussi. Oui, puis je veux qu'on en parle en plus parce que pour vrai, j'ai tellement trouvé que c'était intéressant. Tu avais fait un post à un moment donné sur ta recherche un peu de ton ADN avant. J'aimerais ça que tu m'en parles parce que pour vrai, c'est très intéressant. C'est capoté comme histoire, vraiment. C'est qu'en 2020, en fait... OK, je remonte un petit peu plus loin que ça. Pour faire une histoire, OK, moi, mon nom, c'est Debbie Tebbs, c'est mon nom d'artiste, c'est mon vrai nom aussi. Ma mère s'appelle Marie Tebbs et ma mère a été abandonnée à la naissance. Ma mère n'a pas de famille, pas de parents. Elle a été abandonnée à la naissance avec le nom Marie Tebbs. Mais ma mère est métisse, donc elle est comme semi-noire. Et elle s'est toujours demandé, pourquoi j'ai cette couleur-là? Pourquoi je m'appelle Tebbs? Je viens d'où? C'est qui mes parents? C'est pas, personne ne le sait. Elle m'a eu, je suis sa fille unique. Et toute sa vie, elle a cherché justement à connaître l'histoire de pourquoi elle avait été abandonnée, puis c'était qui sa famille. Et en 2020, elle a passé un test d'ADN sur Internet. C'est avec les sites Ancestry, puis 23 et tout ça. Fait que elle a passé un test d'ADN, puis elle a été combinée à une famille de Chicago. Et là, sur le coup, moi, je la croyais pas du tout. Je fais, c'est quoi? Voyons donc, c'est n'importe quoi. On a pris l'avion, on est parti à Chicago. On est allé rencontrer cette famille-là et on s'est rendu compte que c'était effectivement toute la famille paternelle de ma mère. Donc là, ce qu'on a appris, en fait, c'était que cette famille-là, c'est toutes des musiciens, des jazzman à l'époque. Le père de ma mère était un jazzman connu dans les années 50. Et aujourd'hui, en fait, j'ai une tonne de cousins, cousines, oncles et tantes. Ils sont tous dans l'industrie musicale aux États-Unis. Et moi, j'ai vu des noms DJ, en plus. Des beatmakers, ils sont toutes là-dedans. Puis ce que j'ai trouvé vraiment, vraiment fascinant, c'est que mon cousin Joshua Welton, qui s'appelle, c'était le claviériste et le réalisateur de Prince. Donc, le seul réalisateur, c'était le bras droit de Prince, littéralement. Il tournait avec lui. Et c'est lui qui a travaillé sur ses albums Purple Rain puis Hit and Run et tout ça. Fait que tu sais, j'apprends que j'ai un autre cousin qui est bassiste pour Lenny Kravitz. J'apprends que ma grande-tante, mon arrière-grande-tante, c'était Dinah Washington, la chanteuse blues, une icône américaine qui a lancé la carrière d'Aretha Franklin. Fait que tu sais, j'apprends ça. C'est incroyable, là. C'est c'est les plus grands des plus grands. C'était comme un film, là. Je me disais, ça se peut pas. Mais en même temps, ça l'a tellement expliqué de choses. Parce que moi, qui est née dans la musique, qui a toujours eu une fascination extrême pour ça. Puis t'étais pas entourée de musiciens quand t'étais jeune? Pas tant que ça. Mon père est musicien. Mon père, qui est québécois, est un percussionniste. OK. Mais j'ai toujours pensé que mon talent me venait de là. Je me disais, je cherche pas plus loin, là. Mon père est percussionniste. Mm-hmm. Fait que ça doit, tu sais... mais j'avais aucune idée de la famille du côté de ma mère. Donc, ça a été vraiment une claque. Quand j'ai appris ça, ça a été un choc, puis ça l'a beaucoup inspiré mon dernier album, Origine. Est-ce que ça t'a mis une pression? En même temps, de savoir... Mon Dieu, c'est sûr et certain. Peu. Quand même, tu sais, t'apprends que tu viens d'une famille qui ont quand même travaillé... Qui ont changé l'industrie, oui, c'est ça, tu sais.
c'est vraiment spécial comme feeling. Puis c'est de me dire, moi, pendant toutes ces années-là, dans mes DJ sets, je mixais des remixes de Prince, puis je mixais des trucs de Dinah Washington ou d'Aretha Franklin. Puis j'ignorais que ces personnes-là venaient de ma famille. Ça, c'est quand même assez capoté. C'est incroyable. Il n'y a pas grand monde qui peut dire ça, là. C'est vrai. Quand tu fais une recherche de ton ADN. C'est une méchante histoire. Puis c'est ça, j'ai fait un documentaire là-dessus pour expliquer l'histoire. Puis ça a été un gros documentaire qu'on a tourné sur 5 ans. Donc, tu sais, ça nous a suivis, moi et ma mère, là, à travers tout le cheminement, la recherche, le voyage, quand on a été les rencontrer à Chicago, tout après ça en studio, le processus de l'album, parce que ça m'a inspiré un album carrément, là, que j'ai appelé Origine. C'est sûr, wow, et la tournée qui en a histoire. suivi. Puis... Mais oui, je la sentais, l'espèce de petite pression quand même. C'est une famille qui sont ultra accueillants, vraiment généreux. Tu sais, moi puis ma mère, on est arrivés là, on a été traités comme des reines et non comme des intrus. Ça l'a compté beaucoup pour nous. Puis tu sais, ils ont été tellement curieux puis ouverts à moi, à ma carrière, à ce que je fais. Puis encore aujourd'hui, tu sais, cette semaine justement, je recevais des messages sur Facebook d'eux autres parce qu'on est restés quand même en contact, on se voit pas beaucoup, mais on se parle. Puis ils m'ont dit ton nouvel album est incroyable, on est tellement fiers de toi. Tu sais, on est à Chicago, mais on check tout ce que tu fais, puis c'est comme continue. Puis t'as jamais voulu essayer de contacter, mettons, les producteurs ou n'importe quoi pour avoir la chance de pouvoir faire soit un remix ou quelque chose? Ça a dû te passer par la tête d'avoir la chance de... Tu sais, quand tu dis justement que t'es de la même famille, quand on dit non Prince, c'est comme, tu sais, c'est un géant, là. Fait que ça peut te donner une porte ouverte en même temps pour essayer de travailler sur quelque chose. C'est-tu quelque chose que t'as déjà pensé ou non? J'ai parlé de collaboration avec Josh, qui était son réal, mon cousin. Mais tu sais, lui, aujourd'hui, il est rendu avec 5 enfants. OK. 5 enfants qu'il a fait avec Anna Welton, qui était la drummeuse de Prince. Ça, c'est une autre magnifique histoire. Bon, ça. Ils se sont rencontrés en tournée sur la tournée de Prince. Lui qui était au synth, puis elle qui était... tu sais, le groupe Third Eye Girl, en fait, là, les 3 filles avec qui Prince jouait tout le temps. OK. Ben, la drummeuse, c'est elle. OK. Anna Ford, de son nom d'origine. Puis c'est ça, elle s'est mariée avec mon cousin, puis aujourd'hui, ils sont rendus avec 5 enfants. Donc, ils travaillent encore dans la musique, les deux. Mais tu sais, ils ont eu des carrières très jeunes, assez extraordinaires, merci, avec Prince, puis avec tout ce qui s'est fait alentour. Donc là, aujourd'hui, ils se sont un peu... ils en font un petit peu moins parce que là, ils s'occupent de leur famille puis tout ça. Je comprends. Mais ils sont encore... sont basés à Minneapolis. Ils travaillent encore au studio original de Prince. Qui est là, c'est encore mon cousin qui a accès à ça. Donc, Puis c'est pas facile de rentrer dans la... Circuit fermé. Non, c'est ça, c'est un circuit très fermé. C'est pour ça que t'as quand même une carte. Ouais. Je trouve, là, c'est comme ta barouette, t'as la possibilité de, ou peut-être même juste faire un mastering dans le même studio. Oui, ben en fait, je leur ai dit, parce que je prévois de passer les voir à Minneapolis dans pas longtemps, puis je leur ai dit carrément, c'est comme, faut faire quelque chose au studio de Prince, là. Juste le fait, en fait, d'aller voir cet endroit-là, exact, qui est très privé, oui, qui a pas n'importe qui peut aller là. Moi, je sais que j'ai la chance d'y aller et de voir ça et de peut-être travailler là, donc c'est vraiment... c'est super, cool. ça. J'aimerais ça que tu me parles d'Origine, justement, là, que... Oui, on voit c'était quoi ton idée, pourquoi tu l'as appelé comme ça, mais parle-moi-en un peu. Ben, tu sais, quand cette histoire-là est arrivée, c'est comme, j'arrivais pas à focusser sur rien d'autre. Ça m'a tellement inspiré des textes, des chansons, plein de trucs. Fait que c'est comme ça que cet album-là est venu au monde. Puis je me suis dit, en fait, quand ça s'est arrivé, j'étais en processus de commencer à travailler sur un nouvel album. Puis je me demandais un peu, bon, cet album-là, il va parler de quoi? Je m'enligne où? C'est quoi la direction que je vais lui donner? Puis là, il arrive cette histoire-là dans ma vie. Donc, c'est sûr que ça a été comme un boost d'inspiration énorme, là. Puis c'est drôle parce que beaucoup de gens dans mon entourage me disaient, ben il faut que ton prochain album parle de cette histoire-là, tu sais. Donc l'idée m'est même pas venue de moi, l'idée est venue des médias puis du public qui me disaient, mais là, ton prochain album, j'imagine qu'il va parler de ça. Puis ma première réaction, c'était, ben non, j'y avais pas pensé, mais c'est vraiment l'idée est venue des autres. Sauf que là, ça a commencé vraiment à m'inspirer, puis
j'ai enchaîné, en fait, là-dessus. Donc, As-tu travaillé seul sur ce projet-là? Ou du tout. J'ai vraiment une grosse équipe, vraiment. Tu as toujours eu une grosse équipe. De toute façon, je pense que tu t'es tout le temps bien entouré, puis c'est ça qui fait la force aussi. Il y a beaucoup d'artistes qui sont plus solo, ils veulent essayer de tout faire. Moi, je suis tellement pas d'accord avec ça. Ça apporte tellement d'autres idées, un autre saveur. Oui, absolument. Ben, cet album-là, je suis allée chercher. Parce qu'en fait, étant donné, toute l'histoire, le père de ma mère qui était un jazzman, d'ailleurs, on peut même entendre son stock sur YouTube encore aujourd'hui. Fait que ça, c'est génial. Tu sais, j'ai baigné un peu, là, dans l'univers un peu plus blues, funk, jazz et tout ça en allant là-bas puis en découvrant ça. Fait que c'est pour ça que ça l'a un peu teinté, cet album-là. Fait que cet album-là, on me dit souvent que, par rapport à mon nouveau, le Club Orchestra qui vient de sortir, qui est très électro, mais c'est parce que ça, c'est plus, je suis revenue, là, à mon. Et on va en parler tantôt parce que moi, j'ai écouté les vidéos puis ils sont incroyables. Merci. Mais c'est ça, mon album Origine était volontairement plus funk, plus jazzy, plus... c'était voulu. OK. C'était voulu, puis c'était vraiment dans la ligne directrice de ça, de ce que je venais de vivre à Chicago. Puis je voulais comme un peu rendre honneur aussi à mes origines, à mes influences, à ce que c'est une belle marque de respect, je trouve. Ça, à ce que ma famille puis mes grands-parents faisaient dans l'industrie musicale à Chicago, tu sais. Puis t'en as eu plusieurs albums, je crois que t'en as au moins une douzaine. Oui. Raconte-moi un peu pour te rendre à 12 albums, ta motivation puis tout, parce que t'as de l'air motivé là, fois 1000 ce temps-ci, là, je trouve. Je suis toujours motivée. C'est comme ça... Bon, j'ai mes ups puis mes downs, là, comme tous les artistes, tu sais. Mais pour me rendre à 12 albums, en fait, je tente de me réinventer tout le temps. J'essaie vraiment de... je sais pas comment expliquer ça. Pour moi, sortir un album... Te mettre au goût du jour ou oui, plus avant-gardiste? Les deux. Mais c'est que, tu sais, je fais ça depuis tellement longtemps que récemment, il y a quelqu'un qui m'a demandé est-ce que tu te vois faire autre chose que ça ou qu'est-ce que tu ferais si tu ferais pas de la musique? Puis j'en ai aucune idée. Je sais pas parce que je fais ça depuis tellement longtemps. Puis le cycle de sortir un album, le composer, le sortir, partir en tournée, pour moi... c'est la 12e fois que je le fais. Ouais. Fait que c'est comme un cycle. C'est ton mode de vie. Ouais, c'est mon mode de vie. Puis je sais même pas, en fait, quoi faire autre que ça. Je pense que tu feras pas autre chose. C'est un cycle que je connais ça trop. va super bien tes affaires. C'est ça, donc. Puis je pense que tu es embarqué dans une roue où tu as une passion en plus qui est là. Fait que, tu sais, je veux dire, t'as un tout. Puis ton travail, tu sais, les gens vont le voir, là, justement, avec ton nouvel album. Puis j'ai écouté des tunes, là. Puis je le sais qu'il y en a qui vont faire le numéro 1. Là, c'est assuré, là. Fait que non, les choses vont très bien pour toi. Mais ça doit te mettre quand même une pression parce que avoir autant d'albums, être autant connu dans ta niche électropop, c'est beaucoup demandant, pareil, là. La difficulté, là, c'est qu'à chaque nouvel album, j'essaie toujours qu'il soit meilleur que le précédent. Ou s'il n'est pas meilleur, qu'il soit différent, qu'il propose quelque chose de nouveau. Parce que c'est toute une question de goût. Tu sais, cette semaine, je parlais à quelqu'un qui m'a dit « Ton nouvel album, je l'adore, mais je préférais ton autre avant. » Il y avait des sonorités qui me rejoignent plus dans le blues, le jazz, des trucs comme ça. Je trouve ça tellement correct. J'ai dit, mais c'est correct. Tu varies, absolument. Tu cibles des gens différents. On peut pas toujours plaire. Non, puis il faut pas faire toujours la même affaire non plus. Moi, je m'efforce, en fait, d'un album à l'autre, d'aller chercher des univers différents. Puis c'est ça, inversement, à ce qu'elle me disait, justement, il y en a d'autres qui m'ont dit, moi, ton nouvel album, il vient me chercher beaucoup plus que ton précédent. Il y en a qui m'ont dit que c'était mon meilleur, carrément, en carrière. Fait que ça me... Mais je pense que oui, en voulant dire, en tout cas pour moi, parce que au point de vue de ce que j'ai entendu, la qualité de son, les sons, le travail, tout en arrière... On check tout l'aspect publicité, montage vidéo, tu sais, c'est un tout. Puis de tout ce que j'ai vu, c'est pas pour te flatter, c'est vraiment, OK, wow, là, c'est vraiment bien fait. Il y a du travail puis il y a une expérience en arrière de ça, là, aussi. Là. Fait que c'est normal que ça s'en aille avec de mieux en mieux. Ben, je travaille fort. Je travaille vraiment fort. Je m'entoure des bonnes personnes, vraiment. J'aimerais ça, tu me parles de ton équipe parce que j'ai vu des photos. Vous êtes quand même une couple. Ah, il y a pas mal de monde, dans mon... Parce que oui, tu as ton agence qui est là, tu as des personnes en studio avec qui tu travailles. Ouais. C'est quand même beaucoup de monde, beaucoup de temps aussi. Ouais. Mais je pense que c'est ça qui fait ta force aussi. Comment tu gères ça, tout ça? Je te dirais que je suis comme le point central, en fait, le pilier central de toute la gestion de ça. Moi, je suis ma propre manager, mais je suis
extrêmement bien entourée. Donc, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai quelqu'un qui s'occupe des éditions. J'ai quelqu'un qui s'occupe du booking, j'ai quelqu'un qui s'occupe des relations de presse, du tracking radio. J'ai mon label. En fait, je suis en licence avec une maison de disques qui, eux, s'occupent de la distribution avec Sony, The Archer et tout. Tu sais, ça, c'est juste mon équipe je vais dire, de mise en marché et de marketing. En fait, c'est que j'ai délégué les bonnes personnes aux bons endroits pour que moi, je libère puisse... du temps. Libère du temps, puis que moi, je puisse, en fait, m'occuper de faire ma job d'artiste qui est de créer aussi, puis de faire de la tournée. C'est ça, je m'en avais dit, oui. Donc, mais ça prend, je veux dire, il y a quand même une job. Ma job quotidienne, c'est vraiment de m'assurer que tout le monde travaille dans le même sens, puis tout le monde a la même vision de où on s'en va. Puis ça, c'est mon équipe plus marketing, je peux dire. Oui. Mais tu sais, j'ai mon équipe de création aussi. Fait que, tu sais, je travaille avec des compositeurs, des co-réalisateurs. Tu sais, j'ai le gars juste le gars qui s'occupe de mes voix, de l'enregistrement de mes voix, puis le traitement vocal en studio. C'est ça le secret, de toute façon. Ouais, il faut bien s'entourer. Tu sais, mes vidéastes, mes photographes, puis je suis très loyale en affaires. Donc, quand j'ai une équipe, quand j'ai des gens attitrés à chacun leur département, ben, à moins que ça fonctionne pas, ils vont rester là très longtemps. Donc, c'est ce qui fait la force de mon équipe. Exact, c'est très bon ça, parce que vous apprenez vraiment à vous connaître, puis tout ce qui est les forces, puis les faiblesses, puis on les travaille ensemble, parce que si on est tout le temps en train de changer, ben, crime, c'est dur performer puis avancer. On perd du temps en plus là-dedans. Ouais. Puis surtout, c'est ça qui est le plus long, tu l'as dit, c'est à produire aussi en même temps. Là. Ouais. Tout ça, il y a du travail en arrière de ça. Puis là, oui, tu lances ton nouvel album, mais là, le gros s'en vient aussi. Là, tu vas avoir des shows, puis les bookings, puis le trajet. Ouais. Moi, je le vois, qu'est-ce qui s'en vient. Là, je pense que tu as fait une tournée, je pense 150 shows de ta À peu près, 180 sur la dernière tournée. Tu sais, quand même, ils sont pas tous au même coin de rue. Là. Fait que, tu sais, il y a le trajet, tout à gérer, ben, l'équipe. Tout le temps sur la route, ouais, c'est vraiment... C'est ça qui est le plus dur? C'est ça qui tu trouves le plus dur? Est toujours parti ou c'est qu'est-ce que t'aimes le plus? C'est ce que j'aime le plus. Ah, c'est le fun. Oui. Okay. C'est pas dur, j'adore ça. Tu sais, j'adore faire de la route, j'adore les heures à passer, que ce soit en auto ou en avion, c'est un moment, je suis dans ma bulle. Pour moi, faire de la route, j'adore ça, tu sais. C'est-tu là ton moment de, justement, créativité? C'est mon moment de réflexion, souvent. Okay. Parce que ma vie est tellement intense, tout va tellement vite, puis mes journées sont tellement remplies que j'ai pas beaucoup de temps pour être avec moi-même. Puis juste réfléchir. Je comprends. Donc, quand je fais de la route, c'est souvent ces moments-là où, tu sais, juste en avion, là, mettons que je fais un trajet de 7-8 heures, là, ben t'as pas grand-chose d'autre à faire que de réfléchir. Donc, tu sais, puis c'est rare que je travaille dans l'avion. C'est rare que je vais faire une prod, par exemple, dans l'avion. J'aime pas trop ça. Je sais qu'il y a plein de DJ moi, c'est la recherche. Qui le font. Je vais te dire, moi, c'est ce que j'aime le plus faire, en vérité. On est chacun différent. Ouais. C'est juste que, tout dépendamment de ce qu'on fait, c'est que ma recherche, OK, je suis dans le train, là. OK, là, faut que j'aille écouter, là, les dernières promos que j'ai reçues, puis à la fin, là, puis jusqu'à la dernière seconde, je suis dans l'avion encore, puis ça, je trippe d'avoir été le premier à pouvoir la jouer. Okay. Mais on a chacun notre façon. Ouais. Puis toi, surtout, c'est tes productions que tu vas jouer. Fait que c'est pas pareil. T'as déjà fait toute la préparation à l'avance. Ouais, souvent. Puis non, tu sais, moi, tout ce travail-là, je le fais beaucoup de mon studio. Donc... Tu t'alloues-tu du temps chaque semaine ou tant de jours par mois que tu dis, OK, là, je rentre en studio, je ferme mon téléphone, puis j'embarque là-dessus. J'ai pas le choix, oui. Mais tu sais, mes journées sont vraiment remplies. Donc, tu sais, honnêtement, là, une journée typique, là, je me lève à 7 heures le matin, à 8 heures, je commence à travailler, puis je peux travailler en studio jusqu'à minuit, 1 heure le soir. Et ça peut être plusieurs jours d'affilée, tu sais. Et ça vient avec le métier pour réussir, là, c'est sûr et certain, c'est quelque chose à faire. C'est des grosses journées, tu sais, j'ai très peu de jours de vacances. Très peu, pas assez. Je comprends ça, puis là, tu vas en avoir encore moins parce que sortir un nouvel album, c'est que là, tu vas être vraiment, vraiment dans le jus, mais ton équipe doit être motivée justement à ça. Je pense que j'ai mon équipe parce que franchement, je pourrais pas, là. Je serais incapable de fonctionner si j'avais pas vraiment une solide équipe. Tu sais, puis tout le monde travaille à son département, tout le monde fait ce qu'il y a à faire. Mais comme je disais tantôt, moi, mon travail, c'est aussi de leur parler tous les jours pour m'assurer que tout le monde travaille dans le même sens. Fait que, tu sais, autant qu'il y en a une
qui est en train de travailler sur les coms de presse, puis la communication, puis les trucs, ben l'autre est en train de monter mon prochain vidéoclip, que l'autre est en train de faire les demandes de subventions pour mon prochain voyage à l'international, c'est ça. Fait que tout le monde, tu sais, l'autre qui s'occupe de booker le spectacle, tu sais, là, je travaille avec un metteur en scène en ce moment là, on est vraiment en train de monter le nouveau show. OK. Et mon agent de spectacle, au moment où on se parle, est en train de booker la nouvelle tournée. Fait que là, l'album étant sorti, ben là, c'est le marketing qui embarque, qui continue. Fait que là, c'est OK, les prochains singles qu'on sort, les prochains vidéoclips à tourner, la tournée de spectacle qui embarque, comment on augmente la qualité du spectacle, comment on propose une nouveauté, en fait, pour que le show soit pas identique à la dernière tournée. Fait que c'est tout ça. Est-ce que tu vises plus à l'international ou tu veux te concentrer avec ton nouvel album surtout sur le Québec en premier pour faire un peu un rodage? Parce que j'ai vu sur tes réseaux sociaux, là, j'ai vu Stuttgart, France, je vois que tu te promènes beaucoup. Fait que c'est quoi ton plan par rapport justement au nouvel album puis au show? C'est quoi la directive? Est-ce qu'on se concentre sur premièrement le Québec puis ensuite de ça, bon, go, on part en tournée ailleurs? Pas nécessairement parce que, tu sais, comme là, je m'en vais dans la semaine prochaine. Je repars en France pour un mois. Puis on s'en va justement à Paris, en Suisse, en Belgique. Donc, on s'en va se promener là pour justement... en fait, je m'en vais en studio finaliser des prods avec des artistes là-bas, mais aller chercher quelques petits shows aussi ici et là. Donc, mes shows de rodage aussi se font là-bas. Et drôlement, les plus gros festivals que j'attrape sont pas encore en Europe, sont quand même au Canada, au Québec. Donc... c'est drôle à dire, mais mes shows de rodage actuellement sont plus en France. Puis mes gros spectacles se font plus au Canada, ouais. Mais moi, je pense qu'aussitôt qu'il va y avoir des tracks qui vont jouer à la radio en Europe, c'est là que ça va vraiment exploser puis pogner des gros festivals parce qu'ils ont des bien plus gros festivals qu'au Québec. Mais le hic, c'est que, tu sais, on est vraiment en développement en France depuis 2 ans, mais c'est qu'en France, je suis pas connue. Ouais. Donc, le travail est complètement à refaire là-bas, avec une équipe là-bas sur place. Puis, tu sais, c'est vraiment... il y a tout un travail, alors qu'ici, le travail il est déjà fait, il faut juste le maintenir. Ouais. Fait que c'est pas le même travail ici qu'en France. Je comprends. Est-ce que ça va être une autre équipe? C'est la même équipe, justement, qui va se concentrer sur là-bas, parce qu'il faut juste un hit radio, puis ça fait pas ton... Ben, en ce moment, ce qui est le fun, c'est que mes tracks jouent déjà en France dans les radios, puis dans les playlists, puis les médias en parlent. Fait que ça, c'est cool. Oui. Ça, c'est le fun, mais on travaille encore, justement, là, à essayer d'aller chercher des gros festivals puis des trucs intéressants là-bas. Et on travaille aussi, justement, à développer une équipe là-bas, parce que le best, c'est d'avoir une équipe ici, mais d'avoir une équipe aussi surtout là-bas. Qu'ils ont les contacts aussi, justement, par rapport au poste de radio, ainsi de suite, ou les organisateurs, ça peut beaucoup aider, là. C'est ça. Parce que, tu sais, ici, j'ai beau avoir la meilleure équipe, mais c'est pas parce qu'ils sont très forts au Canada qu'ils ont la même force en Europe. Donc, le best, c'est vraiment d'aller chercher des partenariats, comme par exemple en booking ou même en label, d'aller chercher un agent de spectacle qui est basé en France. Parce que la différence, eux autres vont comme exiger, quand tu vas être dans une agence, admettons, qui est connue là-bas, ils vont vouloir des artistes, admettons, ils veulent le plus gros artiste, ben tu vas venir en second, où ce que vous voulez le gros artiste, ben vous allez découvrir Debbie Deb, vous êtes obligé d'être là aussi. Ça. Fait que c'est de même que ça va faire le boule de neige. Mais je suis pas inquiet pour toi, là, c'est pour vrai. Ça va super bien aller, je suis sûr et certain. Écoute, on a même parlé de toi, tout le monde en parle. Oui, c'est ma musique, en fait, qui joue souvent là-bas. Ça, c'est cool. C'est vraiment incroyable parce que, pour vrai, ils ont une méga plateforme de publicité. Là, tu devais être contente quand Ben oui, mais ça fait plusieurs années qu'ils jouent ma musique, à tout le monde en parle. Est-ce que tu penses que ça t'a aidé avec ta visibilité? Probablement. C'est sûr que oui. Même moi, j'ai eu des frissons quand j'ai vu la promo qu'on parlait de toi. Là, c'est comme... Ben, c'est toujours vraiment le fun moi, ce qui me plaît, ce qui me fait du bien, c'est de voir Guillaume Lepage, puis Marc Labrèche, puis tous les invités qui sont là, puis qui dansent en studio sur ma musique, sur mes nouvelles prods. C'est comme, ça fait plaisir, tu sais. Ah vous, ça donne une motivation. Ça donne une motivation, puis tu dis, Marc Labrèche aime Double Trouble, c'est cool. Elle est super bonne en plus, Double Trouble. Merci. J'adore le vidéoclip aussi, là. Pour vrai, c'est super bien fait. Est-ce que déjà, oui, là, t'es dans
dans la programmation de tes prochains événements qui s'en viennent, mais est-ce que tu as toujours en tête justement déjà de préparer encore déjà un prochain? Je suis déjà en train de préparer les 2 prochains albums. Les 2 prochains albums. Parce que là, il doit y avoir de plus en plus d'artistes qui veulent te contacter pour justement avoir la chance de travailler avec toi. Oui. Ben, il y a plein de noms en ce moment que je peux pas mentionner parce que c'est encore des futures collaborations? J'ai des grosses collaborations en ce moment qui s'en viennent. Québécoises? Ouais. Québécoise. International? International aussi. Il y en a, les deux. Les deux. Donc, ça va commencer à tout sortir à partir de cet été en single. Mais c'est ça, on est en studio et on travaille avec des artistes vraiment cool. Des artistes de Sony? Non, pas nécessairement. Ah, OK. Non. J'essaye. Non, pas nécessairement. Super. Mais oui, puis j'essaie de travailler avec des gens ici, puis des artistes aussi en Europe parce que c'est tellement Ben, j'adore les collaborations, premièrement. J'aime beaucoup, beaucoup collaborer avec d'autres. Puis je trouve qu'en Europe, c'est de m'ouvrir en fait à une autre culture, puis une autre façon de voir la musique, puis une autre façon de travailler. Récemment, tu sais, sur la chanson Mauvaise Bouche, qui est sur mon nouvel album, j'ai travaillé avec Fada, qui est un rappeur très cool, qui vient de Toulouse. J'adore ce qu'il fait. Puis je trouvais ça tellement le fun de mélanger mon univers justement avec un rappeur. Oui, ça français. Tellement d'autres idées. Ah, c'est génial. Puis c'est drôle que tu dises ça parce que de plus en plus, en tout cas dans le style surtout Afro House, il y a beaucoup plus de collaborations avec hip-hop, Afro House qui se jument. Comme ça, on va chercher encore une plus grosse clientèle. Fait que je trouve que c'est une très bonne idée, là. Bien hâte d'entendre ça, par exemple, parce que celle-là, je l'ai pas entendue. Mauvaise Bouche? C'est-tu Mauvaise Bouche? Sur mon dernier album, Club Orchestra. OK, mais je ne l'ai pas entendu, celle-là, sur ton dernier album. Fait que, non, c'est ça. Puis moi, j'aime collaborer avec des rappers beaucoup parce que je trouve que le mélange, en fait, entre le côté pop que j'ai, qui est très Frenchy, je peux dire, et le mélange avec des rappers, j'adore ça. Puis la balance aussi entre une voix féminine puis une voix masculine, très cool. En tout cas, je trouve tout le temps que ça donne des affaires vraiment intéressantes. Mais t'as D-Track aussi, je crois. D-Track qui a vraiment un son... Ce côté très old school dans sa façon de rapper. J'aime beaucoup, ce gars-là. Ça fait longtemps que je travaille avec lui. C'est notre 3e collab ensemble. Okay. Il a une belle voix aussi. Là. J'adore le vidéoclip. Ouais. Ouais, moi aussi. Ouais. Non, cette track-là, franchement, elle a vraiment bien marché en plus là, depuis sa sortie. Fait qu'on est vraiment contents. Mais j'aime beaucoup collaborer, ouais. C'est important pour moi. Est-ce que tu prévois faire des shows DJ ou toujours performance avec tes productions? C'est un hybride des deux que je fais en ce moment. Donc, c'est vraiment... Et c'est ce qui fait que mon show est assez... je vais dire qu'il sort de la masse, je crois, en ce moment. Autant au Québec que même ailleurs dans le monde. Je suis pas la seule qui fait ça. Au Québec, je pense que oui. C'est ça qui est le pire. Au Québec, il y a Sandy Duperval. Oui, c'est ça, je le sais. Elle chante aussi sur ses tracks. On a travaillé souvent ensemble. Et puis oui, elle chante. Je pense qu'elle avait fait la voix, je crois. Puis c'est ça qui l'avait vraiment aidé. Puis elle performe, elle chante, mais elle fait pas un show. C'est ça, comme toi, où il y a une équipe, et ainsi de suite. C'est ça, on n'offre pas le même type de spectacle. C'est quand même assez différent. Mais parce que moi, c'est ça, la base de mon spectacle, c'est un DJ set, en fait. Excepté que à travers mon set ou à travers certaines tracks que je peux mettre qui sont d'autres producteurs, qui sont pas de moi, je vais intégrer justement mon stock original et c'est à ce moment-là justement que je sors de mon boot puis je les chante live, j'interagis avec la foule et là j'ai mes danseurs qui me rejoignent puis il y a tout un show puis une grosse mise en scène qui embarque. Parce que c'est un autre niveau, là. C'est pas facile, là. Chanter en plus puis mixer puis ainsi de suite, là. C'est des beaux défis, là. Ça demande... c'est pour ça que je travaille avec un metteur en scène. Oui. Parce que, tu sais, on est loin de juste peser sur play puis de se dire, je vais chanter sur ma toune. C'est parce que si tu chantes sur ta toune, tu peux pas mixer l'autre là en même temps. Tu peux pas faire 2 trucs en même temps. Puis moi, j'ai bien de la misère avec les trucs qui sont trop préenregistrés. J'aime quand même qu'il y ait un maximum de trucs live qui soient faits. Tu sais, j'ai des tracks sur lesquels je joue de la guitare. Là, sur le nouveau spectacle, j'ai carrément un drum pad aussi sur scène. Fait que souvent, il y a plein d'effets, plein de beats, plein de trucs que je fais live aussi. J'ai des violonistes qui s'en viennent sur le nouveau show aussi, étant donné pour donner... J'ai vu des vidéos justement qu'il y avait des violonistes, là, parce que les gens qui regardent le podcast, là, il va avoir tes liens là, justement, là, puis on voit là, ce que tu fais. Là, Tu m'as envoyé justement une vidéo, je sais pas si c'était ton année ou quoi, mais c'était une promotion, là, puis c'était comme wow, c'était tout un stage, puis tu vois un moment donné violoniste et ainsi de suite. Là. Ouais. C'est vraiment un show quand on vient de voir. C'est un show. C'est vraiment un show, mais qui est basé
c'est comme si la source de mon spectacle, c'est un DJ set. Mais il y a vraiment tout un show qui est monté alentour. Donc, c'est pour ça. Puis quand je fais le travail, justement, avec mon metteur en scène, c'est tout ça qu'on regarde. C'est les hot cues du spectacle. Donc, dans le fond, comment on travaille, c'est qu'on a peut-être une dizaine de hot cues sur le show. Quand on dit hot cues, c'est des moments d'interaction forts avec la foule ou c'est des moments où d'interaction avec mes danseurs ou avec les musiciens ou des trucs spécifiques que moi, je vais faire. Et ça reste tout le temps pas mal pareil. Mais entre ces hot cues-là, c'est là où je peux me permettre d'improviser. Puis c'est là où le côté DJ set embarque. Et là, dans le fond, je m'adapte selon le festival, je lis ma crowd, je regarde ce qui se passe, je regarde comment ils réagissent à ce que je fais. Puis mes hot cues, des fois, c'est assez... tout dépendant de la réaction de la crowd ou tout dépendant de comment la soirée évolue, ben je vais choisir quel hot cue je mets où, à quel endroit. Fait que il y a des trucs qui sont pré-organisés dans le show, mais à travers ça, il y a un immense part d'improvisation aussi. Puis c'est c'est important pour moi. C'est ça que t'aimes, le live. Ben oui, disais justement, ben oui. Puis j'ai des visuels aussi, tu sais, parce que j'ai tu sais, il y a tout un show visuel qui me suit aussi. Donc ce show-là, quand il est avec nous, ben il faut que les visuels s'adaptent en temps réel à ce que je fais parce que je joue. Ben oui. Fait que ça aussi, il faut tout comprendre ça en considération, tu sais. Fait que même affaire, on a on a une session Résolume en fait qui opère le show, mais tout dépendant, je suis rendue où dans le spectacle ou quel bloc. C'est comme des blocs en fait qu'on fait. Puis dans quel ordre je les mets ou comment je manage ça, ben mon gars de visuel, il connaît mon spectacle, puis il sait quoi partir à quel moment ou qu'est-ce qu'il est prêt à n'importe quel imprévu. Exactement. Quel changement, pas un imprévu, mais un changement. Fait que pour ce qui est du côté aspect visuel, parce que c'est tellement important pour toi dans tes shows, puis je trouve que c'est un plus. Je veux que tu m'en parles un peu. C'est pourquoi que c'est tellement important pour toi? Ben c'est parce que drôlement, moi je fais carrière en musique, mais toutes mes études sont en art visuel. Donc ça prend de grosses places dans ma vie. Tu sais, quand je compose la musique, je vois vraiment les images au fur et à mesure qui doivent aller là-dessus. Et quand je design une image, ben j'entends la musique qui doit aller sur le truc. C'est pour ça que à chaque fois que je suis en studio puis que je travaille sur une prod, la toune est même pas finie, puis j'ai tout le concept du vidéoclip dans ma tête. J'ai la pochette de l'album ou du single dans ma tête. Tout se dessine automatiquement, tu sais. Il y a toujours aussi la question des couleurs. Ça, tu remarqueras, il y a beaucoup d'artistes qui ont souvent dit ça, mais une chanson a une couleur. Ouais, noir et rouge, en tout cas, dans tes nouveaux albums, là. Noir et rouge, c'est vraiment la tonalité. Oui, ben c'est pas mal mon brand habituel, mais tu sais, c'est vraiment cet album-là pour moi, il était noir et rouge là, ça c'était indéniable. À part peut-être J'aime le disco, ma track J'aime le disco qui est bleu, fouille-moi pourquoi, mais dans ma tête elle est bleue. Fait qu'il y a vraiment chaque chanson, chaque sonorité était associée à des couleurs, tu sais. Puis souvent ben ça va se refléter dans le clip ou dans la pochette du single. Je trouve ça très bon que tu portes une attention surtout au visuel parce qu'on regardera tous les plus gros shows qu'on parle présentement de Anima ou n'importe quoi. Ouais. C'est surtout axé sur le visuel. Je pense que les artistes ont compris qu'à la fin de compte, c'est une expérience qu'on fait vivre. Ouais. Donc, c'est un tout. La seule chose qui manque, c'est les odeurs, genre. Fait que, tu sais, la sensation, l'ouïe, le visuel, c'est vraiment quand que t'as tout de rassemblé, c'est là que tu fais vivre toute une expérience. Fait que oui, c'est très bon que tu portes une attention à ça, là, que ça soit pour tes vidéoclips, soit pour tes pochettes, parce qu'on regarde tes images, tout ça, on le voit, là, c'est vraiment, c'est pensé puis c'est travaillé, là. Ben, je suis très maniaque là-dessus, très maniaque de mon image. Puis comme tu dis, pour moi, le vidéoclip est très important, même s'il y a beaucoup de gens qui disent c'est une perte d'argent, ça vaut plus la peine. Je suis pas d'accord. Le vidéoclip est très important et c'est par là aussi que mon identité visuelle et artistique ressort, que le message de la chanson ressort le plus. Puis en spectacle, les visuels, pour moi, ce qui se passe sur les écrans est d'une importance capitale. Et là, sur le nouveau show, on est en train de monter un truc avec un show de laser complètement débile. Donc, on pousse le truc encore plus loin. Mais le visuel est très important pour moi. Ah, je suis tellement d'accord. Je trouve ça tellement intéressant parce que c'est vraiment un spectacle complet que tu fais. Fait que tu prévois seulement faire des grosses scènes. Pas mal.
Parce qu'avec une équipe comme ça, on s'en va pas jouer pour juste un petit 500 personnes, là, parce qu'il y a toute la préparation, il y a les tests de son, il y a toute une équipe, ça prend du temps, là, toute une journée, surtout quand tu vas pour chanter, puis ainsi de suite. Là, fait que faut penser à tout. Faut vraiment, vraiment penser à tout. Puis, tu sais, c'est rendu que j'ai vraiment besoin un tour manager pour qu'il s'occupe de tout ça. Parce que à un certain moment, ça devenait tellement trop de charge pour moi. Surtout quand tu pars en tournée, tu sais, les gens réalisent pas, là, mais des fois, juste la préparation. OK, où est-ce qu'on va dormir? Toute la préparation. Après ça, on doit partir à quelle heure? On doit se rendre là. Est-ce que tu pars en roulotte? Admettons, là, t'as une tournée au Québec. Est-ce que tu es dans une roulotte avec tout le monde ensemble? Non. C'est comment tu fonctionnes? Je suis intriguée un peu. On prend tout l'avion, on prend tout le trajet, tout dépendamment c'est où, parce que, tu sais, il y a des fois, tu peux peut-être partir en Ontario, Toronto. Je sais pas c'est quoi ton trajet, là. Ça dépend. Des fois, on se rejoint. Des fois, on se rejoint directement dans la ville. Chacun part de son côté, puis on se rejoint là. OK. Des fois, on monte. Je vais louer justement une grosse van. Puis on part. Va être le fun, wow! Ouais, on part tout le monde ensemble. Ça dépend aussi parce que, tu sais, chacun a ses horaires. Fait que moi, des fois, par exemple, mes danseurs, c'est un bel exemple. Je travaille avec Alex Franqueur, qui est mon chorégraphe et danseur, puis c'est lui qui s'occupe de cette partie-là. Sauf que moi, des fois, il faut que j'arrive pour le soundcheck à 2h de l'après-midi. Mais eux, ils dansent pas avant 10h le soir. Fait qu'ils ont pas à arriver à 2h de l'après-midi. Fait que je peux pas leur imposer d'arriver à la même heure que moi. Fait que c'est pour ça que des fois, les équipes arrivent séparément, tu sais. Fait que des fois, les musiciens vont arriver plus tôt avec moi ou... ça dépend vraiment, tu sais. Fait que des fois, on divise l'équipe comme ça, tu sais. Puis tu prévois pour qu'est-ce qui s'en vient, essayer de faire combien de shows pour la prochaine année? Ben, j'espère autant que la dernière, sinon plus. Mais c'était-tu sur 3 ans, je crois, tes 150 shows? Ouais. C'est quand même beaucoup de voyagement, hein? Ben oui, puis c'est un bon roulement, tu sais, ça a été vraiment... ça a comme pas arrêté, on n'a pas eu de temps mort vraiment dans la dernière tournée. Sans arrêt? C'est à peu près, oui. C'est un par semaine, c'est quand même il y a toujours une des préparation mois pareil. Il y en a un peu moins, puis des mois... Tu sais, honnêtement, j'ai eu des mois où j'ai eu 1 ou 2 spectacles, puis j'ai eu des mois où j'ai eu... je pense que mon maximum, c'est 25 shows en un mois. En juillet, ouais. 25 mois shows juillet, en un mois? Ouais. OK, là, ça, c'est du show. C'est là. que des festivals. Ça s'enchaîne un après l'autre, après l'autre, après Parce l'autre. que je sais, je l'ai vécu un peu là, pour ce qui est des festivals, mais c'est tellement plus demandant. Ouais. Je veux dire, surtout en temps, puis tout, puis les tests de son à l'avance. On a tous des équipements différents. Surtout toi, tu as une grosse équipe. Là. C'est comme, c'est de la gestion. Là. Ça prend pas 2 minutes de rendre au stage. Là. On part de l'hôtel, puis on part, toute l'équipe se rejoint. C'est de la grosse préparation. Fait que pour ton prochain album, tu prévois faire ça pendant combien de temps pour les shows avant de lancer un prochain? Tes 3 prochaines années sont hypothéquées? Comment tu vois ça? En ce moment, on est en train de travailler. Il y a des choses que je peux pas tout dire parce qu'il y a certaines surprises qu'on est en train de monter. Mais cet album-là va sortir, ça je peux le dire, il va sortir en 3 volets. Donc là, je viens de sortir Club Orchestra. Oui. Il y a un autre Club Orchestra qui va sortir dans très peu de temps. Et il y a un autre Club Orchestra qui va sortir encore quelques mois plus tard. Okay. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Avec toutes des chansons différentes, parce que là, tu as fait 3 vidéoclips, avec je la crois, nouveauté, avec le premier sur les 2 Orchestra. prochains. Ça va être des tracks qui sont déjà sur cet album-là ou ça va être complètement différent? Un peu des deux. Il y a vraiment des surprises qui s'en viennent. Déjà, ton 11 tracks, tu prévois en faire un autre encore, autre 10. Sur la prochaine version, il va y avoir encore plus de tracks. Et sur l'autre version d'après, c'est vraiment... Ça, je peux pas en parler tout de suite parce que c'est un projet qui est en processus, mais ça va surprendre vraiment les gens beaucoup. Parce que pour vrai, t'es une machine à promotion parce que je regardais, là, justement, on voyait dans les dernières semaines, t'avais article avec Le Devoir, t'avais, tout le monde en parle, t'as été, je crois, CIBL, t'as été, écoute, à date, ta promotion, elle se passe très bien. Ouais. Tu dois avoir un bon feedback. Oui, j'ai un bon feedback. J'ai surtout des bonnes critiques. Puis ça me fait plaisir, tu sais. Ça, je suis contente. Parce que c'est toujours un peu le moment stressant pour l'artiste, tu sais. Parce que toi, tu l'aimes, l'album, t'es content. Puis même quand ton équipe te dit,
ton album est écœurant. T'as besoin d'un autre oreille. Ben, le public, les médias. Je les ai pas tous entendus. Moi, j'ai écouté important, les vidéoclips, puis pour vrai, je sais que ça va faire numéro 1, là, c'est sûr et certain. Là. Ben, merci, c'est bien fin. Mais tu travailles très fort. Ouais. Mais c'est ça, c'est important pour moi aussi, le feedback, puis l'appréciation du public, puis de ce que les gens en pensent, puis... Tu sais, je veux dire, ça passe beaucoup par eux aussi, tout ça, là. Puis mon inspiration, puis ce que je fais pour comment je m'améliore pour les prochains albums, qu'est-ce que je peux offrir de mieux, comment je peux retravailler mon son. J'essaie de les surprendre aussi. J'essaie de leur offrir quelque chose de nouveau. Tu es une artiste avant-gardiste. Oui, quand même. T'aimes ça, pousser ça avec les nouveaux sons. De ce que je vois, tout le temps les nouveaux sons, qu'est-ce qui va être tendance. Et en même temps, c'est ça, le French Touch, parce que c'est différent, le côté électro, accrocheur. La French Touch, c'est tout un monde. Puis j'ai expliqué ça à mon entrevue à CIBL, justement, la semaine passée. C'est pas pour rien que j'ai travaillé avec des réalisateurs, des compositeurs de l'Europe. C'était parce que... En fait, c'est arrivé, c'est un concours de circonstances, mais j'en faisais déjà de la French Touch avant, ici au Québec. Je travaillais sur mes propres prods et quand je travaillais aussi avec d'autres réals québécois. Mais j'ai rencontré un réalisateur qui s'appelle BLV, qui vient de Paris, sur un camp de songwriting ici à Montréal, que c'est mon éditrice qui m'avait mis là, puis elle m'a dit ce jour-là, ben tu travailles avec tel réal qui vient de Paris. Et on s'est rencontrés, puis ça a été un coup de cœur énorme. Donc, créativement, musicalement, personnellement. Même vision. Ah, c'est comme... J'avais jamais rencontré personne dans ma vie qui avait... Je veux dire, j'avais même pas besoin de parler. Il savait précisément ce que je voulais entendre. Ouais. Je pensais à une idée mélodique ou à un truc, j'avais même pas besoin de l'expliquer, il le faisait. C'était comme une extension de mon cerveau, carrément. Et ça, c'est rare. Oui. Ça, c'est vraiment rare. Fait que quand j'ai connu ça, je me suis dit, toi, je te lâche plus. OK, t'habites à Paris, j'habite à Montréal, c'est pas grave. C'est pas ça qui va nous bloquer à travailler ensemble. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à voyager beaucoup plus en France. Et là, j'ai travaillé tout mon nouvel album avec lui. Lui aussi qui m'a présenté d'autres réalisateurs, d'autres compositeurs, Fada, le rappeur de Toulouse avec qui j'ai fait une collaboration. Il m'a fait travailler dans des studios puis dans toutes sortes de lieux en France pour cet album-là. Donc, le côté French Touch qu'on entend si bien puis qui est, selon moi... je vais dire au summum de toute la French Touch que j'ai pu faire dans ma vie, cet album-là est vraiment le meilleur que celui qui se rapproche le plus vraiment de ce que j'ai toujours voulu faire. Puis c'est en grosse partie parce que je l'ai fait en Europe avec des compositeurs, des réals à la place, exactement. Je pense que tu pouvais pas être mieux c'est ça. En France là, que c'est là la French Touch que tout est parti. Là. C'est ça. Donc, tu sais, c'est des gars qui ont travaillé avec des... Tu sais, je veux dire, ils la connaissent, la French Touch. Ils ont les deux pieds dedans, là. C'est la source même, tu sais. Donc, pour moi, c'est vraiment ça que j'ai apprécié. Puis, c'est drôle parce que quand je vais là-bas, c'est tout un univers. Je veux dire, la culture est très différente d'ici au Québec. Leur vision de la musique électronique. Juste comment on traite les DJ là-bas. Ouais. Comment tu vois ça, la différence avec au Québec puis en Europe? Ben c'est drôle parce que moi, quand je vais en Europe, il y a comme un petit buzz instantané, très facile, qui pop alentour de moi. Puis ça, je trouve ça mignon. Je trouve ça drôle parce que c'est comme si au Québec, faut toujours, puis ça, c'est prouvé, là, au Québec, on est jamais vraiment roi dans son pays. Donc, faut ramer, faut travailler extrêmement fort pour se faire reconnaître chez nous. Et à l'international, ça peut aller vite. Il y a comme un engouement immédiat qui se fait juste parce que je te jure, j'arrive dans un événement et là, j'étais avec une gang de Français, puis là, ils disent carrément elle, c'est une DJ qui vient de Montréal, juste parce que je suis une DJ, ils font que dire ça. Je suis une DJ, je viens de Montréal, je suis québécoise. En partant, ils font « Ah ouais, meuf, ben allez, du coup, embarque. » Là, carrément, ils tassent le DJ puis ils me font embarquer. Fait que comme... Les gars savent pas je suis qui, ils connaissent pas mon background ni mon expérience, mais c'est comme automatiquement, juste parce que... Déjà, les DJ, exactement, ils les considèrent comme vraiment des artistes et comme des personnes internationales, en voulant dire, comme des bands reconnus. Moi, je trouve que c'est complètement différent. L'accueil est vraiment différent. Je suis super bien accueillie quand je vais là-bas, puis ils sont curieux, ils sont très curieux. C'est quelque chose qui va commencer à te tenter à vouloir justement t'établir là-bas? Ben, j'y ai pensé.
sauf que j'ai quand même une carrière et toute mon équipe, tout mon réseau est ici au Québec. Donc, pour l'instant, j'ai pas cette envie-là de déménager en France. Par contre, je passe beaucoup de temps là-bas. Fait que, tu sais, dans les 2 dernières années, j'ai passé à peu près l'équivalent de 4-5 mois dans mon année en France. Quand même. Fait que je passe beaucoup de temps là-bas, je reviens au Québec, je retourne là-bas. Fait que, tu sais, je fais beaucoup d'aller-retour, ce qui me permet de maintenir mon réseau puis mes choses ici, mais de développer aussi là-bas. C'est-tu plus en hiver que tu vas là-bas? C'est l'automne puis printemps qui sont mes deux... Parce qu'un coup que les festivals commencent ici, là... Tu dois être ici, là. Tu dois être booké. Ah oui, non, mais l'été, je peux pas être ailleurs qu'au Québec, là. Ça, c'est sûr. Parce que c'est ma grosse période très forte au Québec, en festival. Puis c'est pareil à chaque année, là. Tu sais, chaque année est comme un cycle. Oui. Donc, j'ai mes périodes plus fortes, mes périodes plus faibles. Donc, automne, printemps, ouais, c'est souvent là que je vais en Europe. Dans tout ton parcours, à date, y a-tu quelque chose que tu aurais aimé changer ou commencer avant? Parce que ça fait quand même longtemps que tu fais ça. Ouais, j'aurais aimé commencer à sortir des albums originaux puis à produire ma musique plus tôt. Ouais. Je pense que c'est le même problème avec pas mal tous les DJ, avec tous les artistes, à avoir commencé encore plus avant. Tu sais, j'ai quand même commencé tôt, mais sortir des albums, j'aurais aimé commencer ça encore plus tôt. Mais tu sais, tout est allé très vite pour moi. Tu sais, j'ai commencé, j'avais 16 ans, en 98. Puis à 19 ans, je faisais déjà des tournées à l'international. Fait que ça a été vraiment rapide. Puis c'est là que j'ai commencé à produire ma musique. Mais tu sais, produire étant un grand mot, là, je veux dire, j'essayais de produire. Ouais. On commence tout en quelque part aussi. C'est ça. Là. Donc, c'était assez mauvais ce que je faisais au début, là, tu sais. Puis, tu sais, j'avais mis ma maison de disques sur pied, Electrophone Records aussi, en quoi, mon Dieu? 2001, je crois. En 2000, je pense que tu avais déjà lancé ta première chose. Tes premiers trucs. Ben c'est ça. C'est quand j'ai lancé mon premier label, en 2001, que là, en fait, j'ai fait ça pour justement commencer à sortir moi-même mes prods. Puis là, j'ai commencé à signer d'autres artistes. Tu sais, on avait un beau petit catalogue. Puis suite à ça, ben c'est ça. Là, après ça, parce que les 10-12 premières années de ma carrière, j'étais que DJ. J'ai fait que du club, Rave After Hour, un peu partout. Puis je sortais des petits singles occasionnels. Puis dans le fond, c'est en 2009 qu'il y a eu vraiment une cassure pour moi. Où je le dis, là, j'ai fait une écœurantite aiguë là, du milieu du nightlife à un certain moment. Et là, j'ai une grosse remise en question. Puis je me suis dit... Je pense que j'ai fait le tour. Ça fait 12-13 ans que je fais ça. Je suis fatiguée. J'ai plafonné. J'avais l'impression d'avoir plafonné. Ouais. Je me disais, c'est demandant, les heures et tout. Là, ouais. C'est là que tu as décidé vraiment de te mettre à produire. C'est qu'en fait, je me suis dit, soit que j'arrête ou soit que je me renouvelle complètement. Puis ça a vraiment été une grosse décision. Puis j'avais pris une petite pause là, pendant 1 an environ, en 2010. Puis j'étais malheureuse. J'étais pas capable de ne pas faire de musique. Puis je m'en suis rendu compte assez vite. Vraiment. Donc, c'est là que je me suis dit, non, je continue, mais je continue dans l'autre sens. Et c'est là que j'ai commencé à sortir mes albums, à monter mon show 2012. Live. Mon premier album original en 2012. Ouais. Puis moi, je me souviens, là, parce que quand je scrollais mes messages, quand tu as sorti ton album, tu m'avais écrit, tu me dis « Hey, j'aimerais ça que tu viennes. Je pense que c'était au campus ou quelque chose comme ça. » Oh mon Dieu, t'as une bonne mémoire, ouais, et puis, je t'ai répondu « Écoute, je peux pas être là. Je mixe à la commission des liqueurs. C'était un mardi. Puis je t'avais souhaité, en tout cas, bonne chance. Ouais. Puis cet album-là, fait que de ma mémoire, là, c'est là que tu es devenu dans l'électropop. Ouais, c'est là exactement. que tu as changé comme de catégorie, puis tu as fait ton chemin. Puis en vérité, je pense que tu es même dans les comme premières québécoises, comme être, de moi, ce que je connais, là, de vraiment reconnu d'avoir ce style, cette niche-là. Puis depuis ce temps-là, tu l'as pas lâché. Quand on est 2012, là, on est rendu en 2026. Puis là, tu as tant d'albums. Puis pour vrai, c'est pour ça qu'on dit la reine du électropop. Je suis pas fou, hein? T'as vraiment une bonne mémoire, ouais, c'est exactement ça. Ça fait longtemps, oui. Fait que c'est là que j'ai pris comme je l'appelle un peu ma deuxième carrière. C'est comme si la première où j'étais seulement DJ et la deuxième où là vraiment, c'est là que la chanteuse pop est née, en fait, je peux dire, tu sais. C'est là que les albums originaux sont nés, que le show live est né. Puis ça a été comme une renaissance pour moi. Et puis après ça, oui, j'ai continué en ce sens-là. Par contre, pendant quelques années, j'avais un peu délaissé les DJ sets.
je voulais plus en faire parce que je m'étais un peu tannée. Puis je voulais vraiment focusser sur le live seulement. Mais ce qui est arrivé, c'est que la demande était là. Moi, je voulais plus en faire de DJ set pendant quelques années, mais il y avait vraiment une demande qui était là. Donc, à un moment donné, mon agent il m'a dit, écoute, Deb, il y a de la demande en DJ set. Tu veux-tu recommencer à en faire? Là, j'ai dit oui, mais selon certaines conditions. En jouant mes productions. En jouant mes productions, je voulais faire moins de clubs, je voulais faire plus de festivals. Fait que, tu sais, c'est tout là où j'ai dit oui, OK, mais c'est de cette façon-là que je veux reprendre. C'est une très bonne façon parce que ça permet de se reposer en voulant dire sur des festivals, les cachets sont pas la même chose que quand tu es dans un club. Tu vas faire 10 clubs pour faire le cachet d'un festival. En même temps, c'est un très bon choix parce que ça va te donner plus de temps d'être en forme, de la production, de travailler sur d'autres choses. Fait que... Ouais. Ben, les heures aussi. Tu sais, en festival, tu joues à 9, 10, 11 heures le soir. Maximum minuit, c'est fini, là. Tu sais, j'ai rarement vu des festivals qui finissaient à 3-4 heures du matin. Ouais, c'est minuit. Donc, c'est les after ou les after parties ou des trucs comme ça, oui, mais tu sais, des clubs en tant que tels, ça fait quand même un bout là, que j'en ai pas fait. Mais là, les clubs, c'est plus en Europe. Maintenant, je vais te dire, moi, ça doit faire 3 jours à peu près. Moi, j'étais encore vraiment dans les clubs, dans le nightlife. Tu sais, je pense que c'est une voie qu'on décide. Tu sais, moi, j'ai toujours aimé vraiment performer toutes les semaines et non une fois par mois, sinon j'ai un manque. Ouais. Ben moi, je compense par le studio. Ouais. Fait que les mois, justement, où j'ai moins de shows... beaucoup de temps. Mais c'est le fait de pouvoir la jouer, d'avoir la réaction. C'est là le moment de oh, OK, là, wow, ça marche. OK, j'ai-tu un changement encore à faire? Ouais, puis c'est la réponse des gens qui est vraiment là, comme vrai. Wow. C'est vrai, c'est très satisfaisant de jouer sa prod pour la première fois devant un public, puis comme tu dis, on apprend, puis on fait comme, OK, cette portion-là, je pense qu'il y a une longueur, je vais couper ça, ou OK, ça, c'est définitivement trop court, faut vraiment que j'allonge je sais pas pour toi, là, mais moi, mettons, que si je faisais une nouvelle production, là, ça peut me prendre 3 mois encore à la jouer. Peut-être sur ce système de son-là, il me semble qu'il y a quelque chose de pas correct. À fin de compte, je trouve qu'elle est trop longue, je devrais la raccourcir. Je devrais faire une plus longue montée. Ça me prend 3 mois à la jouer pour vraiment être satisfait. OK, parfait. Là, elle est faite. Tu la testes vraiment là, je l'envoie, je peux faire un remix par quelqu'un d'autre, puis après ça, je m'en vais, OK, bon, c'était quel label ou quoi. Moi, c'était ma façon de faire, là, mais ça peut me prendre vraiment du temps. Je pense que j'en ai encore un paquet où j'ai pas décidé encore que c'était correct. Ouais, c'est ça. Hein? Ben, ça dépend, tu sais. C'est arrivé quelques fois, mais moi, non, je les teste pas tant que ça avant de les sortir. Non? Non. OK. Non, drôlement. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir la prod, je vais la jouer. Et si, tout dépendant de la réaction de la foule, je vais corriger ma version de spectacle. Donc, par exemple, si je regarde une de mes tunes Boombox, qui était sur mon album Origine, que j'ai auto-remixé parce que j'aime souvent m'auto-remixer. Surtout mes tunes les plus pop qui ont été faites un peu plus pour la radio, je m'auto-remixe pour pouvoir les jouer en show. Est-ce que tu les fais plus longs ou tu les gardes version radio 3 minutes? J'ai fait beaucoup plus long. Okay. Ouais, beaucoup plus long, plus électro, plus dance floor en fait, mieux adapté pour un dance floor. Sauf que c'est à ce moment-là, justement, que je vais me dire, tout dépendant de la réaction de la foule, si j'allonge un segment ou si je raccourcis, puis je m'amuse avec la prod à ce moment-là, tu sais. Donc, souvent, c'est dans un remix après que je vais faire la correction de la track. OK. Ouais, c'est plus comme ça que je pense. Puis, parle-moi de ton dernier album. Club Orchestra. Oui, exact, parce que là, tous les médias en parlent. J'aimerais ça que tu me parles un peu comment ça a été pour le produire. Combien de temps ça t'a pris? Ça fait-tu longtemps que tu travailles sur ce projet-là? Parce que ça faisait longtemps que tu n'avais pas sorti d'album. J'ai sorti Origine en 2022. Ensuite, il y a eu Origine Deluxe, où là, il y avait des remixes. OK. Et après ça, j'ai sorti... Je pense que tu as raison. Je pense que c'est 2022. En tout cas, de ce que raison. j'ai vu. Donc, en 2023, j'ai sorti le Deluxe. Puis après ça, 2024-2025, j'étais en studio, entre la France puis... Et en show. Oui, et en show, beaucoup, ouais. C'est ça. Fait que non, j'ai été vraiment occupée. Puis c'est pour ça aussi que j'ai pas sorti de musique pendant cette période-là, mais je travaillais aussi sur le nouvel album. Puis ça, c'est quand même assez long à faire. Fait que, tu sais, Club Orchestra, il a pris 2 ans.
2 ans de production. 11 tracks? 11 tracks, mais il y en avait plus au début, puis j'en ai skippé quelques-unes que j'ai décidé de pas mettre sur l'album. Ouais. Il y en avait 3-4 au début qu'on a décidé de pas mettre. Puis on en avait... Actuellement, là, je dois avoir... Ça, c'est 4 mois de travail, hein? ouais, à peu près. Mais actuellement, je dois avoir pour vrai une 30aine de singles prêts. OK. Prêts à sortir. Donc là, on est vraiment en train de faire un tri puis de faire, bon, là, cet été, je vais sortir quelques singles, lesquels on garde pour le prochain album, lesquels on garde, on met de côté, on va y revenir plus tard. La stratégie de David Guetta fait la même affaire. Ouais. Le même fonctionnement, oui. Laquelle, en ordre, à tant de temps, ça a le temps de jouer à la radio, ça pogne son hit. On en ressort un autre après tant de temps. Boum, ça repasse, ça retombe encore numéro 1. C'est parce que tout un tu peux pas tout sortir. Ben oui, tu peux pas tout sortir en même temps. Il y a un cycle. Avant de sortir un album, on essaie toujours de sortir 2-3 singles en amont avec des vidéoclips et qu'on pousse en radio, idéalement. Donc ça crée le buzz de l'album. Puis une fois que l'album est sorti, ben après, on continue puis on maintient le buzz avec d'autres singles. Mais là, à travers ça, là, moi, je suis déjà en train de composer le prochain, tu sais. Je peux pas arrêter. Tu peux pas, parce que si t'arrêtes, en fait, c'est là que tu peux avoir un blanc là, de 2-3 ans sans avoir rien sorti. Donc, à travers la tournée, on n'a pas le choix de continuer de passer beaucoup de temps en studio puis travailler, puis faut tout le temps qu'on ait du stock en main. C'est jamais arrêté, parce qu'un coup que tu laisses un long blanc, ben les gens, comme ils oublient vite. On dirait qu'il faut tout le temps que tu restes dans la tête des gens. C'est pour ça que ça met une pression. Ça doit te mettre une pression en même temps. Je le disais tantôt, mais tu sais, quand on produit de quoi qui est « wow », OK, le prochain, là, il faut qu'il soit « wow, wow ». Wow, le prochain, c'est « wow, wow, wow ». Exactement. Là, à un moment donné, là, c'est comme je vais me rendre jusqu'à où? On a une limite de « wow » à un moment donné à atteindre. Puis oui, il y a un stress qui s'installe, puis tout, parce que, tu sais, on se dit, tu sais... en tant qu'artiste, on a toujours l'impression que ce qu'on vient de faire est bien, est bon, est mieux que ce qu'on a fait avant. Mais c'est pour ça, tantôt, je parlais de la critique. C'est toujours le stress puis la perception des autres aussi de faire comment les gens vont le prendre. Est-ce que ça va être un wow pour les gens? Est-ce que tu penses que ça va être ton meilleur album? Moi, je pense que oui. Je suis sûr et certain. Je pense que oui. Moi personnellement, c'est mon préféré de tous les albums que j'ai faits. Ouais. Ah ben, je suis bien content. Écoute, je te remercie, Debbie, d'avoir accepté mon invitation. Pour vrai, je te souhaite bonne chance dans ton projet, parce que je sais que ça va très bien aller pour toi. Mais merci beaucoup, Éric. C'est vraiment, ça m'a fait vraiment plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Super. C'est le fun de jaser de ça. Cool.